L'horloge à balancier dans le couloir du palais d'Osborne marquait minuit. C'était l'année de 1801, et le monde était sur le point d'être témoin de la fin d'une époque. Dans les appartements royaux, une femme de 81 ans respirait avec difficulté, entourée de ses enfants et petits-enfants. Sa respiration irrégulière résonnait dans le silence sépulcral de la chambre, où même le murmure des rideaux de soie semblait amplifié. Cette femme avait été la monarque de 40% de la population mondiale. Elle avait commandé un empire où le soleil ne se couchait littéralement jamais. Elle avait donné son nom à toute une ère de l'histoire. Maintenant, Alexandrina Victoria était mourante, emportant avec elle non seulement une vie extraordinaire, mais tout un monde qu'elle avait façonné d'une main de fer pendant plus de 60 années. Quand la petite Alexandrina naquit le 24 mai de l'année de 1819, personne n'imaginait que ce bébé potelé deviendrait la femme la plus puissante de la planète. Fille du duc de Kent, elle n'était que 5e dans la ligne de succession au trône. Son père mourut quand elle n'avait que 8 mois, la laissant aux soins d'une mère allemande autoritaire et d'un tuteur belge manipulateur qui contrôlait dans chaque aspect de sa vie. L'enfance de Victoria fut un cauchemar d'isolement calculé. Sa mère, la duchesse de Kent, et Sir John Conroy, le tuteur, maintinrent la future reine prisonnière dans sa propre demeure à travers ce qu'ils appelaient le système de Kensington. La fillette ne pouvait pas monter les escaliers sans tenir la main de quelqu'un, ne pouvait pas rester seule avec d'autres enfants, et était forcée de dormir dans la chambre de sa mère toutes les nuits jusqu'à ce qu'elle devienne reine. Ce contrôle obsessionnel avait un objectif sinistre. Quand Victoria hériterait du trône, elle serait encore mineure et aurait besoin d'un régent. Conroy prévoyait d'être ce régent, contrôlant l'Empire britannique à travers une adolescente manipulée. Mais Victoria était faite d'un matériau plus résistant que ne l'imaginaient ses oppresseurs. Quand son oncle, le roi Guillaume IV, mourut le 28 juin de l'année de 1837, elle avait 18 ans et 1 mois, juste assez pour régner sans régent. Lors de sa première rencontre avec le Premier ministre, Lord Melbourne, la jeune reine choqua tout le monde, en déclarant qu'elle souhaitait rester seule avec lui. Quelque chose d'impensable pour une femme de son époque, surtout une qui avait été maintenue sous surveillance constante toute sa vie. « Je veux que vous sachiez, dit-elle au conseiller stupéfait, que je suis votre reine et j'ai l'intention d'être bonne, mais je ne serai contrôlée par personne. » Ses premiers mots en tant que monarque furent un avertissement clair. La petite fille effrayée était morte au moment où la couronne toucha sa tête. À sa place, était née une femme qui n'hésiterait pas à utiliser tout le pouvoir de l'Empire pour protéger son autorité. Les premières années du règne de Victoria furent peu marquées de par son refus absolu de se marier. Des dizaines de princes européens furent rejetés, au désespoir de ses conseillers qui voyaient dans le mariage royal une nécessité politique fondamentale. Victoria, cependant, avait goûté au pouvoir absolu et n'était pas disposée à le partager avec aucun homme. Elle gouvernait seule, prenait des décisions seule et dormait seule pour la première fois de sa vie. Tout changea quand elle rencontra son cousin Albert de Saxe-Cobourg-Gotha en l'année de 1839. Le prince allemand était tout ce que Victoria ne s'attendait pas à trouver chez un époux. Intellectuel, artistiquement incliné et, étonnamment, disposé à accepter une position subordonnée à son épouse. Leur mariage en l'année de 1840 fut une véritable histoire d'amour qui produisit 9 enfants et un partenariat politique qui remodela la monarchie britannique. Albert apporta au règne de Victoria une dimension morale et culturelle qui transforma la cour britannique. Sous son influence, la reine abandonna les excès des rois géorgiens précédents et adopta un style de vie qui mettait l'accent sur la famille, le devoir et la moralité chrétienne. Cette transformation ne fut pas seulement personnelle,
Elle redéfinit les attentes sur la façon dont la royauté devrait se comporter, créant le modèle de la monarchie moderne. Le prince consort était aussi un visionnaire technologique. Ce fut lui qui conçut et organisa la grande exposition de l'année de 1851, tenue dans le révolutionnaire Palais de Cristal à Londres. Cette exposition ne démontra pas seulement la suprématie industrielle britannique au monde, mais généra aussi d'énormes profits qui financèrent des musées, des universités et des institutions culturelles qui existent encore aujourd'hui. Albert avait transformé Victoria d'une reine traditionnelle en une monarque véritablement moderne. Mais le bonheur de Victoria allait être brutalement interrompu. Le 14 décembre de l'année de 1861, Albert mourut subitement de la fièvre typhoïde à 42 ans. La réaction de Victoria fut d'une intensité qui choqua même ceux habitués à ses humeurs dramatiques. Elle entra dans un deuil si profond et prolongé qu'elle disparut pratiquement de la vie publique pendant plus d'une décennie. La reine transforma sa douleur en une obsession morbide qui dominerait le reste de sa vie. Elle ordonna que les appartements d'Albert soient maintenus exactement comme ils étaient le jour de sa mort, avec ses vêtements étant changés quotidiennement et de l'eau chaude étant apportée à sa salle de bain chaque matin, comme s'il était encore vivant. Elle portait exclusivement des vêtements noirs et exigeait que toute la cour adopte un deuil perpétuel. Plus troublante encore, elle commença à consulter des médiums et à participer à des séances spirites, désespérée de communiquer avec son mari mort. Cette réclusion extrême faillit lui coûter le trône. Le public britannique, fatigué de payer pour une reine invisible, commença à questionner ouvertement la pertinence de la monarchie. Les journaux républicains gagnèrent en popularité et les manifestations exigeant l'abolition de la royauté devinrent communes. Victoria semblait déterminée à enterrer non seulement son mari, mais aussi l'institution monarchique elle-même. Le salut vint d'une source improbable, Benjamin Disraeli, le premier ministre conservateur qui réussit à séduire Victoria pour qu'elle sorte de sa réclusion grâce à une flatterie magistrale et un coup politique brillant. En l'année de 1876, il convainquit le Parlement d'accorder à Victoria le titre d'impératrice des Indes, la transformant officiellement en souveraine du plus grand empire de l'histoire humaine. Le titre n'était pas seulement cérémoniel. Sous Victoria, l'Empire britannique atteignit son extension maximale, contrôlant approximativement 25% de la surface terrestre et gouvernant plus de 400 millions de personnes, près d'un quart de la population mondiale. Ses possessions s'étendaient donc de l'Inde au Canada, de l'Australie à Hong Kong, de l'Afrique du Sud aux îles des Caraïbes. Dans tous ces territoires, le portrait d'une petite femme veuve, accrochée au mur des bâtiments gouvernementaux, représentait un pouvoir absolu sur des centaines de cultures différentes. Mais l'empire qui rendit Victoria célèbre fut aussi construit sur le sang et la souffrance à une échelle industrielle. Pendant son règne, au moins 15 millions d'Indiens moururent dans des famines qui auraient pu être évitées si le gouvernement colonial n'avait pas exporté les grains de l'Inde vers la Grande-Bretagne. La rébellion indienne de l'année de 1857 fut écrasée avec une brutalité systématique qui incluait attacher des prisonniers aux bouches des canons et les faire exploser vivants. En Afrique, des tribus entières furent donc décimées pour ouvrir la voie aux mines de diamants et aux plantations. Victoria n'approuva pas seulement ces atrocités, elle les célébra. Quand elle apprit que les soldats britanniques avaient brûlé le palais d'été de l'empereur chinois pendant la Seconde Guerre de l'opium, elle commenta que c'était une leçon bien méritée pour ces barbares orientaux. Sa correspondance est pleine de références racistes à ces sujets non blancs qu'elle considérait comme naturellement inférieurs et ayant besoin de la lourde civilisation britannique, même si cette civilisation arrivait au bout d'une baïonnette.
l'hypocrisie morale de Victoria était véritablement impressionnante. Pendant qu'elle prêchait les valeurs familiales chrétiennes en Grande-Bretagne, son gouvernement tolérait et profitait du commerce de l'opium qui rendit dépendants des millions de Chinois. Pendant qu'elle parlait de la dignité du travail, des enfants de 5 ans travaillaient 16 heures par jour dans ses usines textiles. Pendant qu'elle défendait la pureté sexuelle, les prostituées étaient essentielles au fonctionnement des ports de l'Empire. La personnalité privée de Victoria était aussi complexe que son persona public. Malgré son image de veuve en deuil, elle maintint une relation intime controversée avec son serviteur écossais, John Brown, pendant près de 20 ans après la mort d'Albert. Brown, un homme rude et fréquemment ivre, exerçait une influence sur la reine qui scandalisait la cour. Il l'appelait « femme » en public, quelque chose d'impensable pour tout autre sujet, et avait un accès libre à ses appartements privés à toute heure du jour ou de la nuit. Les rumeurs sur la nature exacte de la relation entre Victoria et Brown hantèrent la reine pendant des décennies. Certains chuchotaient qu'ils s'étaient mariés secrètement, d'autres que Brown avait découvert quelques secrets compromettants sur elle. Ce qui est certain, c'est que quand Brown mourut en l'année de 1883, Victoria entra dans une autre période de deuil intense, érigeant des monuments à sa mémoire et maintenant son souvenir avec la même dévotion obsessionnelle qu'elle avait dédiée à Albert. Dans les dernières années de sa vie, Victoria était devenue une figure presque mythologique. Elle avait survécu à de multiples tentatives d'assassinat, présidé à la plus grande expansion territoriale de l'histoire humaine et donné son nom à toute une époque. Ses enfants et petits-enfants occupaient des trônes à travers l'Europe, lui valant le surnom de « grand-mère de l'Europe ». Mais derrière la façade impériale, elle était une femme solitaire, obsédée par la mort et tourmentée par les souvenirs d'un amour perdu. En l'année de 1900, à 81 ans, la santé de Victoria commença à se détériorer rapidement. Elle avait gouverné pendant plus de 60 ans, plus longtemps que tout monarque britannique avant elle. Son empire avait atteint le sommet de sa puissance, mais commençait aussi à montrer des signes de faiblesse. Les Boers en Afrique du Sud infligeaient des défaites humiliantes liées à l'armée britannique, et les mouvements indépendantistes croissaient à travers l'Inde. La reine elle-même perdait la vue et avait des difficultés à marcher. Son esprit, autrefois affûté comme un rasoir, commençait à divaguer. Elle confondait fréquemment le présent avec le passé, appelant ses serviteurs par les noms de personnes mortes depuis des décennies. Les médecins furent consultés discrètement, mais tous savaient là que l'âge avait finalement rattrapé la femme qui semblait indestructible. Le 17 janvier de l'année de 1901, Victoria eut une attaque qui la laissa partiellement paralysée. Elle fut emmenée à Osborne House, sa résidence favorite sur l'île de Wight, où Albert avait conçu des jardins qu'elle n'avait jamais cessé de visiter. Ce fut là, entourée de ses enfants survivants et de quelques-uns de ses 42 petits-enfants, qu'elle passerait ses derniers lastes jours. Les derniers mots de Victoria furent un murmure presque inaudible. « Albert, Albert m'appelle. » Les témoins rapportèrent qu'elle tendait ses mains vers l'air, comme si elle essayait d'atteindre quelqu'un d'invisible. Le 22 janvier, à 6h30 du soir, la respiration de la reine devint irrégulière, puis s'arrêta complètement. La femme qui avait commandé le plus grand empire de l'histoire avait finalement trouvé le mari qu'elle avait cherché pendant 40 ans. La mort de Victoria marqua véritablement la fin d'une époque. Avec elle mourut non seulement une personne, mais tout un monde. L'ère victorienne, avec ses certitudes morales, sa suprématie industrielle et sa confiance impériale, arrivait à sa fin. Le XXe siècle apporta des guerres mondiales, des révolutions sociales et l'effondrement graduel de l'empire qu'elle avait construit. Ses funérailles furent le plus grand spectacle royal que le monde ait jamais vu. Des os des rois
et empereurs de toute l'Europe voyagèrent à Londres pour rendre leurs derniers hommages. Le Kaiser allemand, le roi de Belgique, le prince héritier d'Autriche-Hongrie, tous marchèrent derrière le cercueil de la femme qui avait été leur grand-mère, tante ou belle-mère. C'était la dernière fois que la royauté européenne se rassemblerait dans une telle splendeur avant que la Première Guerre mondiale ne détruise à jamais leur monde de privilèges héréditaires. La période finale de la vie de Victoria révéla des aspects encore plus troublants de sa personnalité. Pendant les années de 1890, elle développa une obsession malsaine pour les rituels morbides. Tous les jours, sans exception, elle visitait le mausolée d'Albert, où elle passait des heures à converser avec sa tombe, comme s'il pouvait l'entendre. Les serviteurs rapportèrent que la reine riait souvent seule pendant ces conversations, comme si elle entendait des réponses que personne d'autre ne pouvait percevoir. Encore plus bizarre était son habitude de faire des moulages en plâtre des mains de parents morts. Sa chambre privée était remplie de ces pièces macabres, créant une galerie de morts qui terrorisait les visiteurs. Quand sa fille Alice mourut, en l'année de 1878, Victoria ne fit pas seulement un moulage de ses mains, mais coupa aussi des mèches de ses cheveux, qu'elle gardait dans des reliquaires élaborés, dispersés dans tout le palais. La paranoïa de la reine atteignit aussi des niveaux extrêmes dans ces dernières années. Elle installa un système d'espionnage élaboré pour surveiller chaque mouvement de ses enfants adultes. Leurs lettres privées étaient interceptées et lues. Leurs conversations étaient y rapportées par des serviteurs loyaux à la reine, et même leurs activités intimes étaient données et documentées dans des rapports quotidiens que Victoria examinait personnellement. Aucun membre de sa famille n'était libre de sa surveillance obsessionnelle. Le traitement que Victoria infligeait à ses enfants était d'une cruauté psychologique qui laisserait des cicatrices permanentes sur toute la famille royale européenne. Son fils aîné, le futur Édouard VII, fut systématiquement humilié et infantilisé bien au-delà de 50 ans. Elle lui interdisait de voir les documents d'État, l'excluait des décisions importantes et le critiquait publiquement comme paresseux et indigne. Quand il essayait de s'affirmer, elle menaçait de le retirer de la ligne de succession, un pouvoir qu'elle ne possédait pas techniquement, mais que ses enfants croyaient qu'elle pouvait exercer. Ses filles souffrirent encore pire. Victoria choisissait personnellement les maris de chacune, priorisant souvent les avantages de politique sur le bonheur des filles. Quand la princesse Louise tenta de se marier par amour avec un homme que la reine considérait comme inadéquat, Victoria la maintint virtuellement prisonnière au palais pendant 3 ans, ne lui permettant de voir le prétendant que sous surveillance stricte. Louise finit par céder et épousa le duc choisi par sa mère, mais ne pardonna jamais l'humiliation. L'aspect le plus sombre du règne de Victoria, cependant, était ses politiques génocidaires délibérées dans les colonies. Pendant la grande famine irlandaise de l'année de 1845 à l'année de 1852, quand plus d'1 million d'Irlandais moururent de faim, Victoria bloqua activement les efforts d'aide. Elle déclara que la famine était un mécanisme divin pour contrôler la population excessive de l'Irlande et interdit la distribution de grains stockés dans les entrepôts britanniques. En même temps, les exportations de nourriture de l'Irlande vers l'Angleterre continuèrent normalement, protégées par des soldats armés. En Inde, les politiques de Victoria furent encore plus brutales. Après la rébellion indienne, elle approuva personnellement la politique de terre brûlée, qui laissa des provinces entières dévastées. Les villages soupçonnés de soutenir les rebelles étaient vite brûlés avec leurs habitants encore à l'intérieur des maisons. Les femmes et enfants étaient systématiquement violés par les soldats britanniques comme forme d'intimidation. Quand des rapports de ces atrocités arrivèrent à Londres, Victoria commenta froidement que des mesures sévères étaient nécessaires pour enseigner à ces sauvages à respecter l'autorité impériale.
Le système de camps de concentration, plus tard utilisé par les nazis, fut une invention britannique développée pendant le règne de Victoria. En Afrique du Sud, pendant la Seconde Guerre des Boers, à la fin du XIXe siècle, des familles entières de colons afrikaners furent maintenues dans des camps clôturés, où elles moururent par milliers de maladies et de malnutrition délibérée. Victoria n'approuva pas seulement cette politique, mais exigea des rapports détaillés sur les taux de mortalité, qu'elle examinait avec une satisfaction morbide. La richesse obscène que Victoria accumula pendant son règne fut construite littéralement sur des montagnes de cadavres. Les joyaux de la couronne incluaient des diamants, extraits par des travailleurs esclaves dans les mines africaines, des perles collectées par des plongeurs qui mouraient fréquemment de décompression, et de l'or retiré de mines où l'espérance de vie des travailleurs se mesurait en mois, pas en années. Le fameux diamant Koh-i-Noor, une des pièces centrales de la couronne impériale, fut volé directement à un enfant sikh de 10 ans après que les Britanniques eurent conquis le Pendjab. Dans les derniers mois de sa vie, l'esprit de Victoria commença à révéler les secrets les plus sombres qu'elle avait gardés pendant des décennies. Pendant des épisodes de démence sénile, elle parlait ouvertement d'ordonner des exécutions de masse, de torturer personnellement des prisonniers et de son excitation sexuelle en voyant des rapports de violence coloniale. Les médecins, horrifiés par ces révélations, jurèrent de maintenir un secret absolu, mais quelques enregistrements survécurent dans des lettres privées. Le docteur James Reed, son médecin personnel dans les dernières années, documenta dans son journal privé que Victoria maintenait un livre d'exécution où elle enregistrait personnellement chaque sentence de mort qu'elle approuvait dans les colonies. Elle dessinait de petits symboles à côté de chaque nom, indiquant apparemment la méthode d'exécution préférée. La pendaison était de marquer d'une corde, la fusillade d'une croix, et les méthodes plus exotiques avaient des symboles que Reed ne put déchiffrer. Peut-être l'aspect le plus troublant de la personnalité de Victoria était sa capacité à compartimenter complètement sa vie publique et privée. Le matin, elle pouvait approuver des massacres de milliers de personnes dans les colonies. L'après-midi, elle organisait des thés de charité pour les orphelins londoniens. Le soir, elle écrivait des lettres touchantes sur la moralité chrétienne et les valeurs familiales. Elle croyait sincèrement qu'il n'y avait pas de contradiction entre ses comportements, se voyant comme une force civilisatrice qui apportait l'ordre divin à un monde chaotique. Sa correspondance avec d'autres monarques européens révèle un réseau de conspiration qui décidait fréquemment du sort de nations entières, lors de conversations désinvoltes, pendant des dîners royaux. Victoria discutait régulièrement de la façon de diviser les territoires africains, quelle dynastie devrait gouverner quel pays des Balkans, et quels groupes ethniques devraient être relocalisés ou éliminés pour faciliter l'administration coloniale. Ces décisions étaient prises avec la même désinvolture qu'on choisirait le menu d'un banquet. Le corps de Victoria fut placé dans un mausolée élaboré à Frogmore, à côté d'Albert. Elle avait laissé des instructions détaillées pour être enterrée portant sa robe de mariée blanche, pas les vêtements noirs de deuil qu'elle avait portés pendant 40 ans. Dans ses mains furent placés un moulage de la main d'Albert et une photographie de John Brown. Un dernier acte de défi contre les conventions qu'elle avait passé sa vie à briser. Secrètement, comme révélé des décennies plus tard, elle fut aussi enterrée avec une collection de lettres d'amour qui ne furent jamais identifiées, alimentant les spéculations sur des relations cachées qu'elle emporta dans la tombe. Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, Victoria demeure une figure fascinante et contradictoire. Elle fut simultanément une femme qui brisa les barrières de genre et une impérialiste brutale qui présida à des atrocités à l'échelle globale. Elle fut une mère dévouée qui traumatisa ses propres enfants avec ses attentes impossibles. Elle fut une veuve en deuil qui peut avoir maintenu des liaisons amoureuses secrètes,
Elle fut une défenseuse de la moralité qui construisit sa fortune sur l'exploitation et la souffrance de millions. Peut-être la plus grande ironie de la vie de Victoria est que la femme qui donna son nom à une ère de moralité sexuelle, rigide et de répression émotionnelle, fut elle-même une figure de passions intenses et de comportements scandaleux. La même personne qui symbolisait la respectabilité victorienne brisait constamment ses propres règles, aimait intensément, haïssait férocement et gouvernait avec une brutalité que ses successeurs essaieraient désespérément d'oublier et d'enterrer dans les archives classifiées. L'héritage de Victoria est complexe et profondément problématique. Elle transforma la monarchie britannique d'une institution géorgienne décadente en un symbole de stabilité et de continuité qui survit jusqu'à aujourd'hui. Son empire, construit sur l'exploitation systématique et la violence industrielle, apporta aussi les chemins de fer, le télégraphe et la médecine moderne aux coins reculés du monde. Ces politiques racistes et colonialistes causèrent donc des souffrances incalculables qui résonnent encore aujourd'hui, mais créèrent aussi une infrastructure globale qui façonna irréversiblement le monde moderne. Au final, Victoria fut à la fois produit de son temps et créatrice de celui-ci simultanément. Elle personnifiait les contradictions brutales de l'ère qui porta son nom. Progressiste et réactionnaire, compatissante et cruelle, moderne et archaïque, la reine qui régna sur le monde mourut comme elle avait vécu, selon ses propres termes, entourée de ses propres mythes soigneusement construits, emportant avec elle les secrets les plus sombres d'une vie extraordinairement longue et profondément controversée. Quand le dernier membre de la famille royale quitta Osborne House cette nuit glaciale de janvier de l'année de 1901, il savait qu'il fermait la porte non seulement sur une vie, mais sur tout un chapitre sanglant de l'histoire humaine. L'ère victorienne était terminée, et avec elle mourut le dernier monarque qui avait véritablement régné sur un empire global par la terreur et la brutalité systématique. Le XXe siècle attendait, plein de promesses et de terreurs, que même la reine la plus puissante et impitoyable du monde n'aurait pu imaginer ou préparer.